Bienvenue à vous sur Africa 24, incarnation de la fierté malienne. Il est une figure emblématique de l'intelligentsia africaine. Nous recevons le scientifique Cheikh Modibo Diarra, président de Microsoft Afrique, ex-directeur de l'université virtuelle de Nairobi. L'avenir politique du Mali, les perspectives de développement du continent, ce sont les thèmes que nous aborderons avec lui. Monsieur Cheikh Modibo Diarra, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors voici un panel de questions avant de conclure cette interview par la question joker que j'ai entre les mains. Première question, s'il vous plaît. Très bien. Vous cultivez des rêves de grandeur pour l'Afrique en multipliant les expériences sur le continent. Quel constat faites-vous? Vous savez, il y a plusieurs constats que je fais simultanément. Je vais les résumer en 3 catégories. La première catégorie, c'est que lorsqu'on va sur le terrain, par exemple avec les agriculteurs dans les zones rurales, et qu'on leur apporte des meilleures pratiques pour pouvoir augmenter leur production, ou lorsqu'on va dans les zones rurales pour parler de maintenance ou de prévention de la santé et tout ça, on voit que les gens suivent immédiatement. Il n'y a pas de problème. On voit des progrès là-bas. Lorsqu'il s'agit du niveau, par exemple, du développement au niveau macro, là je vois que nous répétons les mêmes erreurs. C'est-à-dire que l'Afrique, depuis 50 ans, depuis ses indépendances, est toujours en train, et encore maintenant... Alors comment vous l'expliquez ça justement? Parce que vous n'êtes pas le seul à faire ce constat. L'Afrique est en train de faire des projets, mais des projets dont il n'a pas le moyen. Et pensez en fait que ce sont des projets réels. Nous faisons des projets à une échelle qui dépasse nos ressources, et nous comptons toujours sur la bonne volonté des uns et des autres, bonne volonté qui, en général, ne se manifeste jamais. Donc on finit par faire du surplace et je constate qu'on a la même approche toujours. Et la troisième chose que je constate finalement, c'est que au fur et à mesure que les Africains sortent et gagnent de l'éducation et tout ça, ils ont beaucoup plus tendance à vouloir toujours être politiquement corrects dans leur façon d'aborder les questions et dans leur façon de proposer des solutions, alors que aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique a besoin de militantisme. Exemple de ce que vous dites? Lorsque vous demanderez à quelqu'un en disant bah, écoutez, essayons de faire un projet qui soit basé sur nos ressources et tout de suite la personne va te dire ah non, peut-être qu'on ne doit pas rejeter un au profit de l'autre, il faut prendre en considération le tout. Des fois, il est besoin de passer par une période où on apprend à compter que sur soi-même. Question suivante. Très bien. Vous dites que le problème de l'Afrique en Afrique n'est pas la détention d'un savoir, mais plutôt l'acquisition de savoir-faire. Expliquez-vous. Vous savez, nous avons l'habitude d'envoyer des gens acquérir du savoir, en dépensant d'ailleurs des sommes extraordinaires qui viennent de l'argent des contribuables sous forme de bourse. Et on va vers des systèmes d'éducation en général où on vous apprend le savoir et c'est lorsque vous avez fini votre diplôme que vous allez maintenant être embauché dans une entreprise où on vous apprend sur le tas à acquérir le savoir-faire tout en pratiquant. Et nous envoyons des étudiants dans les mêmes canaux, mais lorsque nos étudiants ont le diplôme, on nous les renvoie sans avoir acquis cette partie du savoir-faire. Et nous n'avons pas sur le continent à notre disposition des laboratoires ou des structures qui peuvent les intégrer et prendre avantage justement du savoir qui est acquis. Alors qu'en réalité, le savoir-faire est vraiment la dernière étape avant la création de la richesse, l'acquisition du savoir-faire. Donc il est très important que nous puissions désormais, dans nos stratégies d'éducation et de gestion de la ressource humaine, donner beaucoup plus de place au savoir-faire. Parce que même pour avoir des stages purs et simples, la plupart de nos cadres n'y ont pas accès. On les envoie dans leur pays et pour trouver des stages là-bas qui soient des stages compétitifs, où ils découvrent les choses qui sont à la mode, les derniers cris, les dernières pensées dans le domaine de l'art où ils se font la main, ils n'ont pas accès à cela. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le savoir si on n'a pas de savoir-faire? Ça devient simplement des conversations de salon, des grandes théories qu'on sort, tout le monde est content de tout le monde, on est très intelligent, on brille tous par l'esprit, mais lorsqu'il s'agit de créer de la richesse, il n'y a personne. Question suivante. Très bien. Vous avez initié à Bamako un laboratoire de recherche solaire. Quels sont les objectifs que le continent doit se fixer en matière de développement durable? Vous savez, j'ai lu
à plusieurs reprises, dans les journaux surtout, l'idée que je suis en train de créer, ou que j'ai créé un laboratoire solaire. Je n'en ai pas créé un. J'ai commencé à rassembler autour de moi des gens qui ont le savoir et le savoir-faire dans le domaine du solaire. Et je suis en train d'essayer d'obtenir la volonté politique, en tout cas dans ma sous-région, permettant de faire une expérience, l'expérience de regarder vers le désert du Sahara. Alors vous parlez de la volonté politique, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus à Oui, ce c'est-à-dire sujet? la volonté politique, vous savez, les moyens dont nous avons besoin, par exemple, pour développer un laboratoire solaire et faire l'expérience avant de mettre ça même à une grande échelle, elle ne peut pas se faire sans des moyens. Mais ces moyens-là, si vous regardez en Afrique, il se trouve que c'est les politiques qui décident comment les moyens sont utilisés. C'est difficile d'obtenir l'adhésion des politiques? Cela est très difficile parce que, vous savez, nous n'avons pas le réflexe de regarder les choses de façon priorité. Il faut regarder et mettre les choses en priorité et commencer à faire les choses une à une. Les politiciens ont l'habitude de regarder tous les problèmes auxquels ils sont confrontés et se comporter en sapeurs-pompiers. Alors vous leur dites, concentrons-nous sur l'énergie solaire qui va permettre de faire baisser le coût de l'énergie d'une part, mais son abondance va permettre de faire un début d'industrialisation du continent, ce qui va créer de l'emploi, ce qui va ensuite créer de la richesse, et ainsi de suite. En cascade, il faut faire des choix. Alors quand vous expliquez ça, bon, les gens se disent ça c'est une bonne idée, mais pour le moment, j'ai 250 000 jeunes qui sont en train de frapper à ma porte, qui n'ont pas d'emploi. J'ai des gens ici où il n'a pas plu l'an dernier beaucoup, dont la récolte est basse. J'ai l'école où les professeurs réclament un peu plus de salaire. Mais je leur dis, mais calmez-vous, vous ne pouvez pas résoudre tous ces problèmes à la fois. Nous avons des avantages compétitifs, comme le désert du Sahara où le soleil brille 13 heures par jour, où il y a plein de sable qui est la matière première avec laquelle nous pouvons faire des panneaux solaires. Nous avons des gens, moi j'ai travaillé avec des experts, les plus gros experts en termes de panneaux solaires sont à la NASA parce qu'on l'utilise partout. Et ce sont des gens qui sont à la retraite et qui ne demandent qu'à venir nous donner un coup de main. Question suivante. Près de la moitié de la population en Afrique a moins de 20 ans. Comment développer cette ressource humaine précieuse? Mais ça dit que ça c'est très bien que vous ayez dit ça, parce que moi je pense que parmi nos avantages compétitifs les plus sérieux, c'est la jeunesse de notre continent. Notre continent est très jeune, mais c'est un continent où la jeunesse n'est pas vraiment perçue comme telle, toujours. Et si elle est perçue comme telle, je pense qu'on ne met pas suffisamment de ressources à former cet avantage compétitif. Il faut que nous réorientions notre système éducatif de façon à la mettre en adéquation avec les besoins de développement immédiat. Vous incarnez un modèle pour cette jeunesse africaine. Quel est le message que vous souhaiteriez leur faire passer? C'est-à-dire le message que je souhaite leur passer, premièrement, c'est un message de solidarité entre eux-mêmes. Et deuxièmement, c'est un message d'indépendance. Et surtout de prendre comme valeur cardinale la valeur du travail bien fait. Dans ce monde, personne ne viendra nous aider à nous développer. Il ne faut pas que cette génération grandisse avec cette utopie que nous avons. On vous parle de bailleurs de fonds, de partenaires, de ceci. Tout ça, ce sont des mirages. Le seul bailleur de fonds que vous avez, le seul partenaire que vous avez pour le développement de votre pays, de votre continent, c'est vous-même. Question suivante. Vous êtes un scientifique réputé, mais aussi un homme politique. Que pensez-vous du projet de réforme constitutionnelle au Mali? Ah, ça c'est une question très On entre intéressante. dans les choses sérieuses. C'est une question très intéressante. J'avoue à ce point que je n'ai pas encore fini de lire tout ce qui est proposé. Néanmoins, il y a quelques points sur lesquels nous pouvons déjà nous prononcer. Par exemple, le premier point que je trouve absolument incompréhensible, c'est le point de partir d'une constitution qui dit que chaque Malien a droit à avoir plusieurs nationalités, de maintenant mettre un système qui dit simplement que tout Malien qui a une double nationalité ne peut plus être candidat à la présidence. Cela, pour moi, n'a aucun sens. Dans la mesure où, si vous regardez dans notre communauté, nous sommes un peuple très mobile.
Comprenez, nous avons des Maliens qui sont mariés à des Ivoiriennes, nous avons des Ivoiriennes qui ont marié des Maliens, qui ont des enfants qui portent les deux nationalités. Nous avons des travailleurs immigrés qui, pour essayer de faciliter leur séjour dans leur pays d'accueil et continuer à envoyer de l'argent à leur famille, prennent les nationalités pour qu'on ne puisse pas les embêter. Et tout ce monde-là, maintenant, nous sommes en train de les exclure. Moi, j'aurais compris une chose. J'aurais compris si ce paragraphe disait, comme la Constitution donne le droit à la double nationalité, qu'on dise toute personne, tout candidat malien qui est élu à la présidence de la République, si les détenteurs de deux nationalités devraient abandonner l'autre nationalité avant de prêter serment. Ça aurait un sens. Et même cela n'a pas de sens en ce sens qu'il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a pas de précédent où on a vu un chef d'État malien qui a trahi, n'est-ce pas, les causes de la nation au bénéfice d'une autre nation pour laquelle il avait une autre nationalité. Parce que les changements, les amendements aux constitutions doivent être motivés par l'observation de choses qui se passent, qui montrent les faiblesses et les limites d'une constitution. Aujourd'hui, après je ne sais pas combien d'années, 300 années ou presque plus de 250 ans en tout cas, il y a des pays comme les États-Unis où leur constitution a été amendée 5 fois dans ce temps-là. La deuxième chose que je n'ai pas comprise, c'est la limitation d'âge. 75 ans, il faut avoir 75 ans avant la date des élections si on veut être candidat. Moi, je pense que normalement, nous sommes à un point maintenant où des détails comme ça, il ne faudrait pas les mettre dans une constitution, c'est des détails. Quelqu'un qui a l'énergie, moi j'ai vu des hommes de 75 ans qui ont beaucoup plus d'énergie que moi, et je n'en ai pas 60. Question suivante. Pas de troisième mandat pour l'actuel président Amadou Toumani Touré. Lui faites-vous confiance? Moi, je fais confiance surtout au peuple malien. Parce que c'est un peuple qui prend ses textes fondamentaux très au sérieux. D'ailleurs, le projet de réforme constitutionnelle sera soumis à un référendum. Après tout, il faut qu'en Afrique, nous puissions développer justement cette culture démocratique. Mais vous le croyez quand il dit qu'il ne briguera pas de troisième mandat? Il l'a assuré. Je le crois. Et puis de toute façon, s'il veut le briguer, on ne le laissera pas briguer. Parce que notre constitution l'interdit. Donc, moi, je préfère lui donner le bénéfice du doute au lieu d'arriver au point où il va essayer et cela ne va pas marcher. Parce que personne avant lui n'a essayé depuis que nous avons établi cette constitution. Alors nous arrivons à la fin de cette émission. Voici donc la question Joker. Serez-vous candidat à la présidentielle de 2012? Cela est de plus en plus plausible. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas arrivé à une décision finale. Voilà ce qui se passe. En ce moment, je suis en train de tester beaucoup de solutions par rapport à beaucoup de problèmes que nous avons. Les plus grands étant la sécurité alimentaire, les problèmes de l'éducation, les problèmes de la sécurité, les problèmes de l'emploi pour les jeunes et les moins jeunes, et les problèmes de santé. Alors, ma contribution a été quoi? Pour les 50 ans d'indépendance de mon pays, j'essaie de contribuer à ces 50 ans en donnant des opportunités à des associations de femmes de pouvoir avoir accès au crédit pour pouvoir travailler sans avoir besoin qu'on leur donne, comment dirais-je, on leur fasse de l'aumône. Est-ce que cela veut dire que vous êtes déjà entré en campagne? Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de tester des solutions. Et si ces solutions s'avèrent être des bonnes solutions qui marchent, qui peuvent faire avancer mon pays beaucoup plus rapidement, eh bien, en ce moment, je me présenterai pour pouvoir prendre ces solutions et les proposer à une échelle beaucoup plus globale. Ça, c'est un fait. La deuxième chose, ça, c'est à condition que le peuple malien, à travers le référendum, dise que j'ai le droit d'être candidat. Si le peuple dit que je n'ai pas le droit d'être candidat, en ce moment, je continuerai à proposer mes solutions, mais à une plus petite échelle. En tant qu'ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, n'est-ce pas, j'ai une fondation et cette fondation va continuer à travailler, à mettre en place mes solutions et à les tester. Et lorsque ces solutions marchent, à les proposer à tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, émuler la chose. Monsieur Cheikh Modibo Diarra, merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. À très bientôt sur Africa 24.